Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode, un épisode qui est pour vous puisque je réponds à toutes vos questions. J'ai ouvert une boîte à questions sur les réseaux sociaux, sur Instagram et j'ai été bluffée par la pertinence de toutes vos questions. J'ai dû faire un tri, donc j'en ai pris une dizaine. Désolée si j'ai pas répondu à la question que vous aviez posée. J'ai essayé de regrouper les thèmes qui revenaient régulièrement. Je crois que j'ai plus d'une centaine de questions, donc c'était pas si simple. Mais en tout cas, je suis ravie parce que je pense qu'il y a des choses dont j'ai jamais parlé et que je vais pouvoir évoquer aujourd'hui. Allez, c'est parti. Faut que j'arrête de faire je l'entends d'ici. Première question, qu'est-ce que la maternité a révélé de toi? Ce qui est génial, c'est qu'on est dans le sujet de la matrescence parce que si vous écoutez ce podcast, vous comprenez le concept de matrescence, c'est le fait de changer d'identité, cette façon de vivre la parentalité, de se dire mais je suis qui maintenant que je suis devenue mère? Ça rebat un peu toutes les cartes et ça nous fait nous remettre en question de manière très profonde. Et je pense que ce qu'a révélé la maternité au fond de moi, c'était que j'avais envie de faire un travail avec plus de sens. Alors, je sais que pour certains, d'être à la télé, parler de sport, ça a du sens et ça aide, les téléspectateurs à comprendre, le monde du sport, à profiter, à passer un moment, mémorable et hyper joyeux. Mais moi, je sentais qu'il fallait que je fasse plus et tout le contexte autour de l'arrivée de ma fille, qui a été difficile au niveau professionnel, m'a fait me dire: «Allez maintenant écoute cette petite voix et lance-toi pour faire autre chose». J'avais aucune idée de quoi, hein, quand j'ai quitté mon CDI, mais je me suis dit que c'était ça, qu'il fallait que je fasse, qu'il y avait quelque chose à faire pour moi. Et donc pour répondre plus précisément, ce que la maternité a révélé de moi, je pense que c'était cette profonde envie d'aider, de changer le monde à ma façon. Ça a révélé que je n'étais pas alignée avec moi-même dans ma précédente vie, et j'écoutais pas forcément cette petite voix. J'aurais pas osé, tout envoyer en l'air de cette manière-là si j'avais pas eu un enfant. Alors que j'aimais profondément ce que je faisais, c'est-à-dire, être sur les terrains de rugby, profiter de l'ambiance, être sur les terrains de sport de manière générale, c'est incroyable. C'est tout le reste avec lequel j'avais vraiment du mal. Donc je crois que ça a révélé la réalité de ma vie, ça m'a mis face à mes contradictions. Et après ça a révélé tellement de choses sur, mes traumas, sur, mon lien d'attachement. J'ai compris, grâce au fait de devenir parent, mais tellement de choses et c'est franchement, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. J'avais beaucoup trop de questions auxquelles il fallait que je réponde, pas assez de connaissances et moi j'ai une curiosité, qui est présente au quotidien dans ma vie et donc il fallait que je comprenne et ça a révélé ça, ça a révélé le nombre de questions, le nombre d'incompréhensions que je vivais au quotidien. Au départ, ça s'est focalisé sur, OK, mon changement d'identité, ensuite sur je veux comprendre comment élever mes enfants, de la manière la plus agréable possible pour eux et pour elles et pour moi. Mais en final, ça a fait quelque chose de beaucoup plus grand parce que je me suis comprise moi-même grâce à ce podcast, grâce à ma parentalité. J'ai compris que j'avais des atypies, que j'avais un TDAH, que j'avais, un, haut potentiel intellectuel, enfin un QI élevé en gros. J'ai compris mon style d'attachement,
Bref, en fait, si j'étais pas devenue mère, je suis persuadée que j'aurais pas compris tout ça. Enfin, peut-être que quelqu'un aurait créé ce podcast et je l'aurais vu sur les réseaux sociaux et j'aurais fait tilt et je me serais dit: «Ah incroyable!» Mais en tout cas, pour moi, ça a été ce cheminement-là. Très longue réponse pour une première question, désolée. Mais en vrai, ben, c'est la base de ce podcast, de ce travail depuis 6 ans et de mon quotidien, hein. C'est ce qui me drive au quotidien. Deuxième question, comment organises-tu ta semaine et comment procèdes-tu et quels outils utilises-tu? Pouf! Alors ça, cette question va être répondue beaucoup plus rapidement que je ne le voudrais, mais sincèrement, c'est aussi pour ça que j'ai créé la formation «Le temps, votre meilleur pote». C'est que ça prend c'est pas sur une question où je vais répondre en 5 minutes que je peux vraiment vous dire la réalité. Ça demande de réfléchir et j'ai mis des mois et des mois et des mois à écrire cette formation parce qu'il y a énormément d'outils que j'utilise, parce qu'il y a énormément de choses que j'ai changées dans ma vision du temps. Mais je vais être, très succincte et je vais vous dire, 2-3 pistes et sincèrement, si vous avez envie d'aller plus loin sur votre relation au temps, on réouvre une session, fin janvier 2026. Donc si vous avez envie de faire partie de l'aventure et changer ça et avoir plus de tips sur du quotidien, je le dis clairement, cette formation, elle est pas là pour, être une meilleure mère au foyer. Déjà, elle s'adresse aux parents, hommes, femmes et elle s'adresse à vous en tant que parents parce que votre temps, il est restreint et donc vous devez un petit peu repenser vos priorités et surtout, vivre, pas en faire toujours plus. Apprendre à vous reposer parce que tant qu'on est des parents stressés et stressés notamment par le temps et l'argent aussi, hein, ben, on peut pas être des parents adéquats. On a besoin d'avoir un peu de respiration, pour être un bon parent, je mets des guillemets. Donc cette formation sur le temps, elle est là surtout pour ça. Et donc moi, comment je m'organise dans ma semaine? Bon, bah, déjà, j'ai la chance, c'est qu'on est 2 parce qu'on a quand même 3 enfants, donc j'ai été en sous-nombre pendant très longtemps, seule avec 3 enfants, c'est très, très dur et ça m'arrive encore quand mon mari, il est en déplacement et lui aussi, vice versa. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que on se réunit le dimanche soir et on écrit nos 3 semaines à venir. Je fais pas à la semaine par semaine parce que sinon on n'a pas cette visibilité. On prend 3 semaines d'avance et on se pose le dimanche et on écrit, ce qu'on va faire, les rendez-vous, les déplacements ou pas qu'on a, comment on gère. Où sont gardées nos filles aussi. Alors avant, c'était encore plus compliqué parce qu'on avait, la crèche, la garderie, le centre, les écoles différentes. Maintenant, c'est beaucoup plus simple que tout le monde est à l'école. On a un rythme qui est beaucoup plus régulier, plus, hem, facile à suivre, on va dire. On commence à sortir la tête de l'eau, oui. Ma fille, dernière a 3 ans et demi, c'est beaucoup plus simple. Donc on fait ça le dimanche, c'est notre réunion de famille, mon mari et moi, hein, pas nos enfants. On fait aussi un truc que j'adore faire, un nouveau rituel qu'on a mis en place et que ma grande surtout me redemande, c'est que j'ai un planificateur au mois et je leur présente chaque mois, ce qu'on va faire dans le mois et j'adore faire ça, c'est-à-dire qu'on leur dit: «Bah, voilà, tel week-end, on a ça, là, vous allez faire une soirée pyjama à tel endroit», genre chez ma sœur, «Là, il y a tel anniversaire, là, on va, visiter ça, là, c'est le mercredi où nous, on vous garde», parce qu'on les garde un mercredi ou 2 par mois et mes beaux-parents le reste. Ou parfois mon père ou voilà, on alterne. Elles vont plus au centre et c'est hyper chouette pour elles, en fait, parce que même si elles comprennent pas tout à la notion du temps, elles ont entendu qu'on allait faire des choses ensemble, qu'il allait avoir des moments et que l'école, c'est telle couleur et la maison, c'est, une autre couleur. On a fait rouge et vert chez nous. Donc ça, c'est ce qu'on fait, pour poser les bases. Après les outils, franchement, bah, c'est pas si compliqué, hein, on a un planificateur. Moi, j'ai besoin d'écrire. J'ai besoin que ce soit sur le frigo. On n'a pas de calendrier Google partagé. Je sais qu'il y a plein de couples qui fonctionnent comme ça. Moi, j'écris sur le frigo et ensuite je me mets à moi mes rappels, qui sont importants. Mais en fait, le frigo, je suis désolée, mais on passe tous devant à un moment ou à un autre. Donc, bah, c'est devant nos yeux et pour moi, je trouve que c'est le plus efficace. Donc c'est comme ça qu'on procède. Vous me demandez les outils. Alors, des outils particuliers que j'utiliserais, pour organiser ma semaine, c'est surtout, bloquer le temps par rapport au téléphone. Vraiment faire attention à ça. Je sais qu'il y a aux États-Unis, il y a des boîtes, vraiment des boîtes, hein, où on met le téléphone dedans, ça s'appelle Arrowbox. Ils ne livrent pas en France, franchement, j'aurais adoré l'utiliser. J'ai pas trouvé ça en France comme, idée. Est-ce qu'il y a des outils spécifiques? J'essaie de réfléchir parce que j'ai l'impression que c'est plutôt fluide chez nous. C'est plus, une organisation tacite, en fait. Qui fait quoi? Mon mari s'occupe beaucoup du linge et de la vaisselle. Moi, je cuisine. On fait les courses à peu près une fois sur 2.
Qu'est-ce qu'on a encore, mis en place? En fait, ça évolue tellement rapidement, c'est ça qui est intense dans la parentalité, c'est que c'est une évolution perpétuelle. Alors vous le vivez très concrètement avec des tout petits parce que l'évolution, elle est ultra rapide. Quand les enfants grandissent, l'évolution, elle est plus lente, mais on s'adapte à des nouveaux rythmes en permanence quand même. Moi, par exemple, juste sur le sommeil, ça y est, nos enfants dorment, on fait des choses différentes. Elles commencent à s'endormir en autonomie, ce qui n'était pas le cas avant. Donc forcément, bah, ça a d'autres répercussions sur notre organisation, familiale. Qu'est-ce qu'on a? Je réfléchis vraiment à des outils concrets. Dans la formation, j'en parle vraiment, mais c'est pas, des outils physiques, en fait, c'est des tips. Et là, par contre, je vous invite à aller voir la formation. Vous pouvez déjà télécharger notre guide, sur l'audit, qui est notre guide gratuit par rapport au temps. Vous pouvez faire un premier audit de votre temps et comprendre où part votre temps et ça, déjà, ça peut vraiment vous aider pour vous organiser sur la suite. Je vous mets les liens, dans l'épisode. Troisième question, tes 3 meilleurs conseils pour l'arrivée d'un deuxième. Je vais dire quelque chose qui est, ce qu'on nomme, unpopular opinion, donc une opinion, pas populaire, je déteste ce mot, c'est comment on dirait en français, pardon? Qui est, controversée, une opinion controversée. Moi, personnellement et à chaque fois que j'ai posé la question, même si ça reste très tabou, j'ai beaucoup de mal avec l'aîné quand je viens d'avoir un bébé. Pour une raison très simple, c'est que, bah, les besoins de l'aîné, j'ai beaucoup de mal à y répondre puisque je suis en connexion profonde avec mon nourrisson. Parce que, bah, je suis câblée pour m'occuper d'un tout petit et je suis moins câblée, moins dispo pour m'occuper d'un grand et donc c'est difficile. Et je trouve qu'à partir du moment où on accepte ça, de se dire: «Bah, ça va être difficile de s'occuper du grand». Moi, j'en ai eu 3 donc même ça a été difficile de m'occuper des 2 et 3 et ma numéro 2 elle avait que 17 mois et ça a dû être très, très compliqué pour elle parce que c'était encore un bébé. Mais c'est comme ça que moi je fonctionne et à chaque fois que j'en ai parlé, on m'a dit la même réponse en me disant: «Ah mais je croyais que j'étais la seule à pas supporter, l'aîné». Bah non, en fait et c'est pas être une mauvaise mère ou un mauvais père, c'est que on n'a pas des ressources inépuisables, on n'a pas 50 bras et en plus, il se passe des choses physiologiquement au moment où on accouche, donc on est câblé pour être, bah, se connecter à ce tout petit bébé pour le faire survivre. Alors que notre aîné, on le considère déjà alors qu'ils sont petits, hein. Franchement, là, je parle du point de vue des parents. Pour l'enfant, c'est très dur, j'ai tout à fait conscience. Bah, notre grand, on a la sensation qu'il est très grand, alors qu'avec du recul, après, on se dit: «Ouais, mais ils étaient tout petits». Donc en gros, pour moi, si on part déjà avec cette notion-là, ça veut dire qu'on a conscience qu'on va peut-être pas, apporter ce qu'il faut à notre aîné, donc il faut que le coparent, soit hyper dispo pour l'aîné. Que l'aîné se retrouve pas avec zéro figure d'attachement, en fait. C'est là où est la grande difficulté et c'est aussi pouvoir s'organiser, surtout si on allait, pour dédier des temps avec l'aîné. Vous connaissez le temps précieux, c'est 20 minutes de qualité où on pose tout et surtout, on pose le nourrisson. Et moi, je l'ai pas assez fait parce qu'avec mon mari, c'était pas une période où on était, au taquet parce que en plus, il y avait le covid quand mes 2 dernières sont arrivées, donc forcément, on avait beaucoup moins de relais, il y avait moins d'espace. C'est pas comme si je pouvais prendre ma grande et dire: «Viens, on va faire un truc sympa». Ben, on pouvait pas vraiment. Donc ça, je sais que ça a été une grande souffrance pour elle, pour nous, pour ma deuxième aussi. Vous n'êtes pas dans ce contexte-là, donc utilisez l'extérieur pour connecter avec, votre aîné. Donc le temps précieux, je dirais, c'est accepter que ça va être difficile pour l'aîné et pour vous. Accepter que vous allez pas avoir les mêmes, ressentis envers votre aîné et votre, nourrisson. Le temps précieux et créer, voilà, ces espaces où vous pouvez avoir votre, temps avec votre bébé. Ça, c'est vraiment, important. C'est hyper précieux de pouvoir faire ça. Je reprends le nom du temps précieux. Et surtout, en fait, c'est de se dire: «Quand je suis avec mon aîné, il y a pas le téléphone, mais il y a pas le bébé» et si le bébé est dans les parages, c'est de dire au bébé: «Attends bébé, là, je suis avec, ton grand frère ou ta grande sœur», même si lui, le bébé, il s'en fiche. C'est, pour valider l'expérience de l'aîné. En tout cas, c'est pas une transition facile. J'ai plein d'épisodes sur, les fratries, donc vous pouvez écouter. C'est accepter que, bah, ça va être challengeant parce que ça rebouleverse l'équilibre familial, qu'il va falloir trouver ses marques, qu'on ne connaît pas le tempérament du deuxième qui arrive ou du troisième, qu'il va falloir s'adapter, qu'il va y avoir la fatigue, beaucoup de fatigue. Donc c'est pas si simple, mais je trouve que si on part avec une idée précise de ce qu'on peut mettre en place et de dire: «Bah, là, je tire la sonnette d'alarme, c'est trop dur», de pouvoir communiquer, si on est en couple ou prendre, avoir du relais autour de nous, c'est primordial comme d'habitude. Il y a pas vraiment de secret miraculeux. On est toujours sur les mêmes bases. Le relais, le temps long, le temps précieux, accepter que c'est pas si simple et que c'est une période de vie et que ça va évoluer. Voilà.
Question numéro 4, comment faire le deuil de la maternité après la grossesse? J'ai souvent cette question et j'avoue, c'est pas que je comprends pas cette question, c'est que moi, quand j'ai eu ma troisième, je savais que c'était ma dernière. Pendant toute ma grossesse, je savais. Je pense que c'est plutôt faire ça, le deuil de la maternité. Moi, j'ai pas eu à le faire parce que je suis alignée avec le fait d'avoir 3 enfants. J'en voulais pas plus, j'en voulais pas moins. J'étais très contente d'avoir 3 enfants. Le timing était difficile, mais c'était OK avec moi. Donc je dirais que, bah, c'est comme tout deuil, hein. Il y a plein de phases, hein. Il y a la colère, il y a le ressentiment, il y a l'acceptation. C'est pas facile, surtout si c'était pas votre choix et que vous étiez pas en accord dans le couple. Je sais que c'est compliqué, mais en même temps, faire un enfant quand l'autre ne veut pas, ça a pas de sens. Et j'ai pas de très bons conseils, c'est pour ça que je mets cette question parce qu'on me la pose souvent. Moi, j'ai été, alignée, de A à Z pendant ma dernière grossesse. À chaque fois, je profitais en me disant: «Je sais que c'est ma dernière, je sais que c'est ma dernière, mon dernier postpartum, mon dernier allaitement». Ça a été beaucoup plus dur d'accepter que c'était mon dernier allaitement et ma dernière tétée. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a plus touchée et qui a été plus difficile pour moi, à gérer. Donc ça, c'est personnel à chacun et je suis désolée que, bah, vous soyez pas aligné avec, le nombre d'enfants que vous aviez envie d'avoir. C'est pas drôle et c'est pas simple. Cinquième question, comment est-ce que, vous gériez comment je gérais moi quand on était séparés avec mon mari? Faut savoir que mes filles étaient très, très, très petites, donc il y avait pas de question de garde alternée à ce moment-là. Elles avaient 6 mois, 2 ans et 5 ans. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'avais la garde principale, évidemment. C'était très difficile pour moi, vraiment, ça a été, très compliqué et mon ton de voix, il a changé quand je parle de ça. C'est pas un moment agréable, et il y a eu un moment où c'était devenu, dangereux pour, la santé de mes filles et la mienne, tellement je dormais pas, où au bout de 6 mois, j'ai demandé la garde, partagée et c'était compliqué. Parce que des toutes petites en garde partagée à 1 an, à 2 ans et demi et 5 ans et demi, bah, c'est pas simple. Faut savoir que la moyenne d'âge de la garde partagée en France, déjà, ça concerne 10 des foyers, français. C'est souvent les CSP+, parce qu'il faut avoir 2 espaces avec assez de place. Hem, Notamment, c'est un des critères, c'est une des raisons pour lesquelles c'est souvent des CSP+. Heu, L'âge moyen, c'est 8 ans. Donc clairement, on était loin de ça pour mes filles. Et donc on faisait 2 jours, 2 jours, 3 jours. Voilà, on changeait tous les 2 jours ou 3 jours parce qu'une semaine, c'était inenvisageable et on gérait de cette manière. C'était très compliqué pour nos filles parce qu'il fallait changer de maison tous les 2 jours. Mais c'était le seul moyen de maintenir le lien, et c'était la seule possibilité pour moi, d'être en accord avec ça et j'avais pas vraiment le choix. Donc voilà comment on a fait, on fait au mieux. Il y a pas de recette magique, encore une fois, c'est au cas par cas, c'est ce qui convient le mieux à votre famille et c'est vraiment pas simple de faire ça. J'ai beaucoup d'admiration pour, les parents séparés, par choix ou non. Voilà, c'est jamais simple d'être, loin de ses enfants pendant une période de temps. On fait pas des enfants pour les élever à moitié ou 50 du temps ou 80 du temps. Enfin, en tout cas, quand on est un parent concerné, il y en a pour qui c'est pas le cas. Mais, je sais que c'est difficile. Vraiment, j'ai conscience de ça. 6e question, comment reconstruire avec son mari après une séparation? J'aimerais encore une fois avoir la réponse magique, mais c'est impossible de dire ça comme ça. Je peux juste parler un tout petit peu de mon exemple et je l'ai fait dans un épisode il y a pas longtemps. Pour moi, il faut que les 2 aient réellement envie de reconstruire et souvent il y en a qu'un. Il faut comprendre absolument, son style d'attachement parce que ça a une énorme incidence sur, la relation de couple. Il faut comprendre pourquoi vous êtes séparés, qu'est-ce qui s'est passé. Il faut comprendre, ben, comment chacun, gère le ressentiment, la douleur, le les rancœurs qui peuvent, s'être, nichées pendant la séparation et il faut vraiment que vous ayez une vision commune, de vouloir reconstruire, d'avoir envie que ça s'améliore et que si vous vous remettez ensemble, c'est pas pour se séparer à nouveau parce que ça a quand même une incidence sur les enfants. Mais je dis ça en ayant zéro recette magique. Je ne sais pas si, ça marchera toute ma vie. Je sais pas si, les séquelles d'une séparation, comment dire? Ça s'efface. C'est vraiment une question complexe. Bien sûr que ça peut marcher. Bien sûr que ça peut être mieux qu'avant. Mais est-ce que, c'est simple? Non. Ça demande vraiment énormément de travail. Est-ce que moi, j'ai la sensation que notre couple est parfait? Absolument pas, c'est très dur.
Ça demande vraiment, vraiment beaucoup d'introspection, de remise en question, de temps, beaucoup de temps pour reconstruire. Est-ce qu'on reconstruit vraiment, à un moment ou à un autre? J'en sais rien. J C'est propre à chacun, à ce qui s'est passé, c'est pas simple. Mais en tout cas, c'est possible, ça c'est sûr et certain, c'est possible et c'est possible, mais c'est pas facile. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir et je peux pas dire beaucoup de choses de plus parce que bon, moi, je vais pas parler de mon cas, ça me concerne et c'est personnel, c'est privé. Hem, mais en tout cas, enfin pour moi, une des choses à laquelle il faut absolument, adhérer, c'est d'aller en thérapie et en thérapie de couple, en thérapie chacun de son côté. Parce que si quelque chose s'est cassé, ça veut dire que ça fonctionnait pas et donc faut comprendre pourquoi, faut se faire accompagner, faut être outillé, faut pouvoir avoir des espaces où on peut déposer ce qu'on ressent et tout le monde n'est pas prêt à ça. Donc voilà. 7e question. Y a-t-il des choses, valeurs, passions, rituels que tu as envie de transmettre à tes filles? Oui. Et c'est dur parce que, du coup, ça a forcément de l'importance et c'est compliqué de laisser être son enfant et de se dire: «Attends, ça, c'est trop important pour moi. J'aime pas que mon enfant s'en fiche ou n'ait pas de d'appétence particulière pour ça» et je parle notamment du sport. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec mon mari, c'est notre socle commun, le sport et on fait quoi si un de nos enfants n'a pas envie de sport? Là, on est confronté à ça, cette année où une de nos filles a pas forcément envie, de faire du sport. Elle fait des activités artistiques et tu là: «Ouais, mais le sport, c'est hyper important, pas la performance, mais le mouvement, se dépenser, faire, quelque chose qui, fait du bien au corps et à la tête». Donc ça, c'est pas simple, mais je pense qu'on y arrive, on le fait autrement. Donc le sport, c'est une des valeurs qui est enfin sport et passion au final, très importante chez nous. Moi, une de mes valeurs, ma valeur la plus forte, c'est la famille, le sens de la famille et ça, je le transmets à mes filles et c'est pas très dur parce qu'elles le voient bien, en fait, elles vont avec ma sœur, elles ont une relation proche, avec mes parents, mes beaux-parents, on est tout le temps avec nos cousins-cousines, enfin mes cousins-cousines, on est vraiment, hyper proches donc je crois que ça fait partie de quelque chose qui est très, très, très important pour moi, qui est primordial, qu'elles se sachent entourées de famille, qu'elles, se sentent aimées de la famille et que ce soit un endroit, agréable où aller. Donc ça, on le transmet au quotidien parce que j'organise tout le temps des choses, avec, les gens de ma famille. C'est important. Les rituels, moi, je leur dis des phrases tout le temps, en fait. C'est plus des mantras que je leur passe que je sais elles retiendront, qui je sais resteront à l'intérieur d'elles. Les rituels, pour moi, les rituels, c'est que c'est lié à la famille, encore une fois. C'est tout ce qui a trait à la famille et après, dans les valeurs, ouais, la bienveillance, l'empathie, mais c'est pas facile parce qu'on leur demande beaucoup aux enfants. Est-ce que le monde est empathique avec eux? Pas vraiment. Est-ce que l'école est empathique avec eux? Pas vraiment. Donc j'essaye de leur transmettre cette empathie et je me dis que ça les nourrira un jour, heu et que ça ressortira à un moment ou à un autre. Mais c'est ça qui est dur avec la parentalité, on ne contrôle pas ce que nos enfants retiendront et auront, récupéré de leur enfance, donc c'est pas si simple. Mais ouais, je pense que j'ai clairement ouais, clairement, j'ai des choses que je veux transmettre et je le fais avec conscience et au quotidien. Donc c'est hyper important. Je pense aussi, comment on résout les conflits, comment on s'adresse aux autres, comment on gère ses émotions. Forcément, ça fait partie, de tout ce que je veux vous transmettre à travers ce podcast et que j'apprends moi au quotidien. Je suis très loin d'être parfaite, mais ça m'intéresse donc je fais ce que je peux à travers ça. Ah oui, j'ai encore fait. Ça m'énerve. 8e question. Comment fais-tu quand tu es à bout et que les enfants crient? Très grande question. Je veux préciser quelque chose dans mon contexte, c'est que je crie et je crie beaucoup en fin de cycle. Et c'est vraiment très lié à ça et je l'ai remarqué il y a 6, 7 mois. Donc c'est un grand révélateur de comprendre ça et ça l'était notamment, via l'épisode que j'ai, enregistré avec le docteur, Nader Perrou qui est psychiatre, qui est un des spécialistes, francophones du TDAH, où il expliquait que le mom rage, le moment où on pète les plombs, ça peut aussi être dû, à un TDAH, pas diagnostiqué ou en tout cas qui est présent, parce qu'on a une très, très mauvaise gestion
de notre émotion et des impulsivités, et notamment en lien avec le cycle, parce que ça joue avec les hormones et la dopamine. Et donc moi, à partir du 20e jour de mon cycle, je suis insupportable. Donc là, je suis au 16e jour de mon cycle quand j'enregistre cet épisode et j'appréhende le fait que dans 4 jours, potentiellement, comment mes filles vont se comporter va me faire dégoupiller, alors qu'aujourd'hui, elles le font et tout va bien. Ça, c'est très difficile de se voir changer. Et en même temps, c'est hyper intéressant de comprendre que je suis pas une mauvaise mère, je suis pas folle et qu'il y a une chimie dans mon cerveau qui marche pas bien et j'y suis pas pour grand-chose et qu'il faut que j'apprenne à le gérer ou que je me médicamente, ce que je n'ai pas encore fait, donc qui est une des prochaines étapes pour 2026 que j'aimerais faire. Donc pour répondre à la question comment fais-tu quand tu es à bout et que les enfants crient, si je suis à bout parce que je suis entre mon 20e et 30e jour de cycle, je vais crier malheureusement. Je vais être très, très, heu, en difficulté pour, gérer mes émotions et redescendre et ne pas me sentir attaquée. Donc déjà d'avoir conscience de ça, souvent j'essaie de m'isoler et si, j'essaie de demander à mon mari de ne pas partir en déplacement à ce moment-là pour qu'il gère mieux que moi parce que vraiment je suis pas gentille et c'est dur, hein. En fait, j'ai la sensation d'oppression et de me dire que les gens je veux qu'elles me partent, qu'elles me parlent pas, donc quand elles crient, c'est encore plus complexe. Donc la première chose que je fais, c'est que j'en ai conscience. La deuxième chose, c'est que je vais mettre un casque. Ça m'arrive très souvent de mettre un casque parce que, je vais pas elles crient. En fait, les enfants, ils crient, c'est très dur, mes enfants crient. Donc je mets surtout, j'en ai 3, donc le volume sonore, elle peut être fort. Donc je mets un casque. Si c'est en dehors de cette période du 20e au 30e jour où, je suis à bout, je suis capable de leur dire tranquillement, dire: «Là, je suis à bout, soit j'ai pas assez pris soin de moi dans la journée, je suis pas allée marcher, j'ai besoin d'un temps pour moi, je vais respirer». Je leur montre aussi comment on co-régule, je respire. Faites-le avec moi parce qu'on le fait pas assez si vous écoutez ce podcast. Inspirez par le ventre, expirez par la bouche. Si vous êtes sur YouTube, vous avez vu que j'ai fermé les yeux. C'est une des premières choses que j'ai appris à faire dans la formation pour être prof de yoga pré et post-natal. Et on n'utilise pas assez. La respiration, le fait de redescendre ou de bouger, secouer. Moi, je dis à mes filles: «Venez, on secoue, j'enlève mon stress de mon corps, je fais circuler», ça les fait rigoler, elles redescendent d'un coup en même temps. Ce que je fais aussi, c'est que je leur dis: «Allez les filles, là, j'ai envie de crier, vous aussi, venez, on hurle pendant 1 minute». Je mets un chrono là et c'est parti, tout le monde crie ensemble. Je mets mon casque, sinon ça me casse encore plus les oreilles et je crie, voilà et ça va un peu mieux quand même. Mais sinon, franchement, il y a des fois, je peux être une furie et c'est terrible d'être comme ça. Terrible, terrible, terrible. Surtout quand on a un podcast comme le mien où on demande à ce qu'on se comporte mieux avec les parents, avec les enfants, que le monde soit plus tranquille, plus bienveillant. De me voir ne pas l'être, c'est compliqué, mais on est humain, on vit dans une société qui est violente, on a aussi parfois des problèmes de neurodivergence, donc c'est pas si simple. On fait avec et de comprendre et de pouvoir s'adapter, avoir des, techniques pour redescendre, c'est très important, en fait. Et moi, je sais que je suis beaucoup plus stressée si, on se prend la tête avec mon mari. Clairement, je supporte moins de choses aussi parce que j'ai trop de conflits à gérer dans la maison. Mais ces derniers temps, par exemple, j'ai été bien meilleure à gérer, mes comportements face à elle et j'étais à bout aussi beaucoup parce que je manquais de sommeil. Et ça fait 2-3 mois que je suis en train de remonter la pente du sommeil où ça se passe très bien au niveau sommeil. Je me réveille, je suis pas fatiguée. Forcément, vous gérez mieux, les crises des enfants. Il y a pas de secret et c'est ça qui est dur. 9e question, comment gérer le militantisme dans le couple? Vous voyez, quand je vous dis que vous avez des bonnes questions, vous avez des bonnes questions, hein. J'aurais pu faire genre les éviter, je les ai prises. Joker? C'est complexe. C'est complexe parce qu'on n'est pas à un même niveau, de lecture, on n'est pas à un même niveau d'apprentissage, on n'est pas à un même niveau de prise de conscience et je pense que ça doit le faire aussi dans les couples, qui sont biraciaux où il y en a un, notamment un homme qui est blanc et heu, la femme qui n'est pas blanche parce qu'elle ne vit pas la même chose que son mari et donc le ressenti, c'est pas le même. C'est pareil pour nous entre hommes et femmes où il y a une espèce de décalage monstrueux dans leur vécu, juste dans leur vécu, dans leur sociabilisation, dans leur enfance. C'est pas facile parce que ça crée des tensions, parce que moi je vais très vite, je comprends plein de choses très vite et ça je sais que c'est dû aussi
mon quotient intellectuel qui est élevé. C'est aussi dû à mon travail où je suis exposée à ça tous les jours. Donc, parfois j'ai de la gentillesse et de la bienveillance envers lui, le pauvre, et parfois j'en ai pas. Et c'est compliqué, et d'autant plus parce qu'on a 3 filles. Et donc j'ai encore plus de militantisme parce qu'on a 3 filles et pour moi, le monde dans lequel on vit, il est dur envers les filles, les petites filles, les femmes en général, les petits garçons aussi, hein, mais parce qu'envers les enfants. Mais parfois, je suis un peu virulente dans lui disant: «Bah, tu comprendras quand nos filles, elles seront ados et que tu comprendras la difficulté que c'est d'être une femme, en fait». Et ce que je ne souhaite pas à mes filles, hein, mais je sais malheureusement qu'elles vivront. Donc comment je gère le militantisme dans le couple? Vous avez compris que je ne gère pas, en fait. C'est très dur. Je sais pas quoi dire à répondre à cette question parce que mon mari, il écoute. Il comprend, ça prend du temps et moi je suis impatiente, je suis impulsive, donc j'ai du mal à comprendre que ça prenne du temps et en même temps, il vit pas ce que je vis, donc je l'entends que c'est difficile. Mais que répondre à cette question? Vous voyez, je suis pas d'une grande aide. Juste que vous n'êtes pas seul à galérer, si c'était ça le fond de la question. Je sais pas ce qu'on fait, hem et pourtant je sais que mon mari, il prend du temps de se déconstruire et il est volontaire et il écoute et en même temps il évolue dans un milieu qui est à 1000 lieues de ce que moi je lui raconte et je le connais par cœur ce milieu, le milieu du rugby, puisqu'il est toujours dedans. Tous ses potes que je salue, qui n'écoutent pas, mais c'est leur femme, oui, évoluent dans ce même milieu. Donc, c'est une friction permanente et c'est des déconstructions permanentes pour lui et c'est des prises de conscience qui font mal. Ce monde du rugby, il est complexe envers les femmes. Il est aussi complexe envers les émotions, envers les gestions de conflits. Enfin, on a ces discussions-là en permanence. Et mon mari d'aujourd'hui, qui est 11 ans plus tard, c'est pas le même que quand je l'ai rencontré. Mais il y a 11 ans, mais je lui ai ouvert les yeux sur ce que c'était d'être une femme dans ce monde parce que en évoluant dans le rugby, il a pas de sœur, pas de cousine, pas d'amis filles. Ben, il avait que le prisme des hommes et en plus une partie d'hommes particulière dans la société. Donc ça a pris du temps de déconstruction et encore une fois, c'est quelqu'un de très volontaire, d'hyper respectueux au fond et bienveillant. Donc ça venait heurter tout ce qu'il avait construit, mais il entendait tout à fait ce que je disais. Il entend toujours tout ce que je dis d'ailleurs. Il serait même prêt aujourd'hui à aller en retraite avec moi, alors que vraiment, c'était pas le genre au début. Pour dire que c'est possible. Mais ce qui est difficile, je trouve, c'est d'avoir un temps d'avance. Ça, c'est vraiment compliqué. Et d'être celle qui apporte les informations et qui nourrit. C'est un peu épuisant, cette charge du militantisme qu'on a dans tous les milieux, hein, que ce soit même dans le milieu écologique, euh, LGBTQ+, enfin, il y a plein de milieux où il y a du militantisme, même si pour moi, encore une fois, on est dans des choses qui se rejoignent, hein, dans l'intersectionnalité. Mais c'est pas simple. Et si on a quelqu'un de volontaire, c'est beaucoup plus facile à la maison. Mais j'avoue que des fois, j'ai des phrases de «vous les hommes» et ça l'insupporte, ce que je comprends. Mais je l'attaque pas à lui, je l'attaque le groupe social auquel il appartient et c'est pas simple. Et je pense que j'aimerais pas s'il me disait «vous les femmes», je sais. Mais les inégalités, elles sont là, donc bref, je fais une réponse de 5 minutes pour rien vous dire, je suis désolée. Voilà, j'ai pas plus de réponse que ça. 10e question, comment gérer les fêtes de fin d'année en relation avec la famille? Je sais, c'est dur. Vous vous retrouvez, réactivé comme un enfant à chaque fois que vous vous retrouvez en famille. Pour certains et certains d'entre nous, c'est pas simple. Comment gérer? Ben, il y a un moment, vous avez le droit de mettre des limites, hein. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Si c'est trop de contraintes, si ça fait trop de chamboulements dans votre vie de, partager ces moments-là qui sont censés être joyeux et qui deviennent quelque chose d'oppressant, de difficile, bah, vous avez le droit de faire un Noël, avec votre famille, votre noyau dur, vous, votre mari, votre conjointe, vos enfants, en fait. C'est possible. Je sais pas pourquoi on a estimé qu'il y avait une règle tacite où on est obligé de se farcir, des gens toxiques, qui nous font du mal. Non, on a le droit de dire non. J'ai de la chance que moi, ce soit vraiment agréable d'être en famille et avec ma sœur, on est sur la même longueur d'onde. On adore, recevoir pour Noël, être dans ce moment, festif qui est beau et donc bah, c'est ce qu'on fait et c'est hyper chouette, à faire pour nous. Donc ben, encore une fois, comment gérer? Bah, quelle est votre limite? Est-ce que, il y a plus ou il y a plus de moins? Et à vous de gérer en fonction de ça. 11e question, quel est ton next big step dans ta vie pro et perso? Très bonne question.
Ouh, il y en a plein en 2026, attention. Bah, déjà, en fait, Morgane qui travaille avec moi va être en congé maternité 6 mois, donc je vais apprendre à vivre sans elle. C'est la première fois depuis 2 ans et demi. C'est Chloé qui va prendre, son relais. Chloé qui est une de mes meilleures amies, que vous avez déjà vue, si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Et donc ça va être un step puisqu'il va falloir apprendre à gérer ensemble. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir nos bureaux en janvier 2026, donc incroyable. Enfin, ça va tout changer dans notre dynamique. Parce que, mine de rien, j'adore le télétravail, c'est hyper agréable de pouvoir travailler à distance et faire s'organiser avec sa vie perso, mais on a une émulation quand on est ensemble, on est 4, 5 parfois, qui est juste génial. Le prochain truc qu'on veut absolument sortir, c'est quelque chose de physique que vous pourriez acheter. Alors, j'en dis pas plus parce qu'on n'en a pas encore trouvé tout à fait. On sait ce qu'on veut, on l'a designé, il est prêt, mais la production, on l'a pas encore mis en place. Mais ça va arriver 2026 et je voulais quelque chose d'utile qui va vous servir et ça va être tout à fait le cas. Je le sais, puisque c'est des choses que j'utilise au quotidien. Je vous en ai même un petit peu parlé là, au début dans l'épisode, si je fais un peu de spoiler. Mais j'en fais un peu parce qu'on n'a pas trouvé encore, au jour où j'enregistre l'épisode, de production satisfaisante et de façon de le faire. Mais ça va venir pour 2026, la première chose qu'on aura à vous dévoiler. On va aussi ouvrir des listes d'inscriptions pour les 2 retraites qu'on va faire en juin et en octobre. C'est-à-dire que vous pourrez offrir à Noël ou vous l'offrir pour les fêtes de fin d'année, ça, soit la formation, soit une des retraites qu'on fait. En juin, ce sera réservé qu'aux femmes. On va refaire le même principe de retour au corps. C'était puissant, c'était génial. Et en octobre, on fera une retraite uniquement réservée aux couples qui veulent apprendre à construire leur famille. On va refaire le même modèle qu'on a fait là en octobre parce que, encore une fois, c'était génial. Donc, ce sera nos 2 modèles de retraite chaque année, à l'été et à l'automne. Donc, ça, c'est nos big steps dans la vie pro. Perso, je pense que j'ai une année assez pleine. Je vous ferai le bilan dans quelques semaines. Franchement, ça va. Je demande pas plus, tout va bien. Il n'y aura pas plus d'enfants, pas plus de maisons, pas plus de projets particuliers. J'ai juste envie de profiter de tout ça maintenant que je dors. Donc perso, c'est plus encore une fois le sport pour moi. C'est d'avoir cette régularité et de me retrouver cette force qui m'a manqué ces dernières années. 12e question. Ton plus grand regret, ta plus grande fierté dans la parentalité. Et c'est la dernière question. Donc mon plus grand regret ou ma plus grande fierté en tant que parent. Pas facile celle-là. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir compris la théorie de l'attachement avant. S'il y a un truc qui aurait pu tout changer dans ma parentalité et surtout dans mon couple, ça aurait été de comprendre en profondeur la théorie de l'attachement. C'est une des premières choses que j'ai abordées dans mon podcast, mais je pense que je l'avais comprise avec, à travers les enfants, de la sécurisation émotionnelle, tout ça, mais pas les implications de notre style d'attachement dans notre vie quotidienne. Et donc ça, c'est un de mes regrets que la France ne permette pas d'être formée, ou en tout cas au fait de cette théorie-là. Parce que maintenant que je lis énormément de livres, que ce soit du développement personnel, du business ou autre, franchement, la théorie de l'attachement, qui sont des livres américains, elle est partout, là-bas. Et en France, pas du tout. Malheureusement, c'est pas une théorie qui est enseignée. Et pourtant, c'est la base des relations humaines et ça a vraiment, moi, changé ma vie de comprendre ça. Donc ça, c'est mon regret de ne pas avoir connu plus tôt parce que j'aurais compris mes fonctionnements, j'aurais compris comment mieux sécuriser émotionnellement mes enfants aussi. Cette réponse constante, solide. C'est-à-dire qu'avant, c'était très théorique, je comprenais tout ça, mais j'arrivais pas à comprendre les implications et ce que ça voulait dire dans ma posture. Aujourd'hui, je suis une bien meilleure mère grâce à ça. C'est une évidence. Et ma plus grande fierté en tant que mère, je sais pas, c'est dur. Je pense comme tous parents qui ont plusieurs enfants, voir nos enfants s'aimer, jouer ensemble, se protéger, parmi toutes les batailles qu'ils peuvent avoir, parmi toutes les chamailleries, avoir ces moments-là, de les voir ensemble, c'est quand même très fort. Je sais pas, j'ai pas assez de recul encore pour dire ma fierté, je pense. On peut refaire cette question dans 5 ans, j'aurai sûrement une autre vision. Peut-être ma fierté en tant que parent, c'est d'avoir débuté ce podcast et d'avoir aidé d'autres parents. Je crois que c'est plus ça que ça. Je pourrais résumer ça comme ça.
Bon, mais merci d'avoir écouté cet épisode qui était long. J'espère que je vous ai un peu aiguillé, que je vous ai donné des réponses à vos questions. Encore une fois, moi, je m'appuie aussi sur tout ce que je reçois comme experts et expertes dans ce podcast. Donc, vous pouvez toujours aller chercher des épisodes avec des mots-clés. Vous allez sur le site www.lamatricence.fr et vous aurez des réponses à vos questions. Merci infiniment de suivre ce podcast. N'hésitez pas à partager ces épisodes autour de vous. Ça fait vraiment circuler le savoir. Et on en a besoin dans cette société qui va trop vite et qui ne prend pas assez en compte le vécu des parents.